Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette table ronde sur un sujet assez brûlant. Alors, je ne vais pas nous dire qu'il a toujours été brûlant, qui est la situation au Moyen-Orient et éventuellement de la manière de sortir du chaos, ou en tout cas quelle est la situation, non pas telle qu'on l'observe aujourd'hui, avec, comme vous savez, l'attaque et la destruction d'installations pétrolières importantes en Arabie Saoudite, une revendication, mais vous n'avez pas l'air de trop y croire, de ces attaques par les rebelles houthis du Yémen, et puis l'accusation adressée par les États-Unis, par la voix de son président, à l'Iran. Donc ça nous donne déjà un peu l'ambiance. En même temps, cette région en ce moment est confrontée à plusieurs grosses incertitudes liées aux élections. C'est le cas en Israël, c'est le cas en Tunisie, c'est le cas en Algérie, c'est pas les seuls. Donc c'est bien utile de vous avoir et j'en suis d'autant plus heureux que je crois que la première table ronde qu'on a réalisée avec vous, il y a 40 ans, c'était après la publication de votre thèse. Ah oui, c'est vraiment il y a 40 ans. Sur le prophète et le pharaon. Ah oui. C'était quoi, c'est 84 Oui, c'est ça, oui. Ouais. 40 ans de recul sur cette région, ça vous donne le moyen de faire une lecture au-delà de l'écume des jours et donc de nous exposer quelles sont les forces en présence, les mobiles des uns et des autres, et comment au-delà du bois quotidien, on peut dégager quelques lignes de force dans l'analyse de cette région. Et puis nous en dire quelque chose quant à la position éventuellement de la France et de l'Europe, puisque ce sont des voisins, et qu'entre les deux, il y a incidemment la Turquie. Merci Gilles. Merci beaucoup. On peut commencer par, on peut faire ça de manière un peu généalogique, commencer par ce qui vient de se passer, parce que c'est exactement on dirait qu'il a fait ça pour que je fasse encore une nouvelle postface au livre. Ça s'inscrit complètement dans cette histoire. Je commence par vous montrer, ce livre est plein de cartes, c'est probablement ça qui a fait son succès, d'autant plus que je n'en suis pas l'auteur, donc je peux en parler avec beaucoup d'éloges. Elles sont dues à un géographe très doué qui s'appelle Fabrice Balanche, qui vient de passer 3 ans aux États-Unis et qui est spécialiste notamment de la Syrie, du Moyen-Orient. Il parle très bien arabe. Je suis allé plusieurs fois sur le terrain avec lui, et quand on est avec le géographe, c'est toujours génial, parce qu'il cet arbre-là pousse parce que on est sous Piémont, de machin, les sources, la tribu est comme ça. Donc, si je l'amenais ici, vous expliquerez pourquoi vous êtes là. Et voilà, cette carte-là, c'est 1973. Que se passe-t-il en 1973 ? Il y a une guerre au mois d'octobre, que les laïcs appelleront la guerre d'octobre, et quelques dirigeants arabes aussi, mais qui est surtout connue comme guerre du Kippour, parce qu'elle se déroule pour mettre à profit l'offensive arabe, mettre à profit l'effet de surprise du Kippour, où Israël est en veilleuse, mais c'est aussi la guerre du Ramadan, parce qu'elle se déroule pendant le Ramadan. Et donc on ne doit pas boire, manger et autres activités, mais qui ne concernent pas forcément la guerre, entre le lever et le coucher du soleil. Alors allez vous battre dans ces conditions, c'est pas très simple. Sauf si le djihad est proclamé. Car le djihad, un peu comme la mobilisation générale qui substitue les lois militaires aux lois civiles, mobilise toute la société, toute l'Umma, c'est-à-dire la communauté des croyants, et on n'est plus tenu de respecter les obligations usuel. Le djihad suspend le jeûne du Ramadan si subroge la faim aux moyens. Là, les moyens à la fin. C'est-à-dire que si jamais on perd, si les musulmans perdent la guerre, il n'y a plus de société musulmane. Donc, il n'y a plus d'islam. Donc, on peut utiliser tous les moyens pour défendre l'islam de manière à pouvoir ensuite le mettre en œuvre. Donc, c'est très, très important parce que la guerre qui avait précédé, la guerre de juin 67, dite guerre des 6 jours, où Israël avait battu à plate couture l'Égypte de Nasser, la Syrie baassiste,
et la Jordanie, le roi Hussein, s'était fait au nom du nationalisme arabe, de la défense des droits des Palestiniens. Et du coup, la Palestine avait été annexée, la Cisjordanie avait été annexée par Israël, le Sinaï aussi, la bande de Gaza également, le Golan, Jérusalem-Est serait annexé, le Golan occupé à l'époque, puis depuis Donald annexé. Donc reconnu comme tel. Donc ça avait été une vraie catastrophe et c'était fait au nom des idéaux du nationalisme arabe, au nom de soutenu par la Russie à l'époque. Or la guerre 73 va complètement rebattre les cartes parce au départ ce sont les pays du champ de bataille, l'Égypte et la Syrie, la Jordanie ne s'en mêle pas, qui passent à l'offensive. Les Égyptiens traversent le canal de Suez, enfoncent à Zibarlev, les Syriens arrivent sur le Golan. Et puis les 16 et 17 octobre, des oncles du roi, du prince héritier saoudien actuel, Mohammed Ben Salman, qui est le roi Faisal, convoque les 16 et 17 une conférence à Koweït des pays exportateurs de pétrole arabes, des pays arabes exportateurs de pétrole, et il décide l'embargo sur les pays qui aident Israël, augmentation des prix, etc., jusqu'à ce que la Palestine soit libérée. Ça a été rapidement oublié. Et en tout cas, ça a fait monter les prix énormément. Et donc le pétrole est devenu, à ce moment-là, un enjeu politique majeur dans le système international. D'une certaine manière, ce qui est passé ce week-end nous resitue dans cette atmosphère-là. On a quand même 5 impacts très impressionnants. Une carte, que vous avez vu dans une carte dans le monde d'aujourd'hui. Les missiles ont tapé sur les 4 principaux. Il pose des questions énormes. À quoi ça sert d'avoir acheté autant d'armements à la France, aux États-Unis surtout et ailleurs, pour avoir subir quelque chose comme ça. Et donc, c'est le royaume saoudien qui fédère ça, cette offensive, qui va contraindre Israël, qui a passé pourtant le canal de Suez dans l'autre sens, et qui est au kilomètre 104 sur la route Suez-Le-Caire, à s'arrêter. Un coup de fil de Washington qui dit stop. Les Israéliens s'arrêtent, ils pouvaient gagner militairement, le Caire était ville ouverte, mais ils s'arrêtent parce que le système entre en crise, le système mondial entre en crise. Et les Saoudiens ont su faire ça. D'une certaine manière, les Iraniens aussi, mais vous allez voir. Donc, on est dans cette conjoncture-là, dans un monde où l'URSS est présente, où l'Iran et la Turquie sont des alliés de l'Occident, c'était le bon vieux temps, et là, c'est une sorte de rideau de fer à l'envers, si vous voulez, qui essaye d'empêcher la progression kiplingienne de la Russie, de l'URSS vers les mers chaudes. Vous avez donc Israël, qui est allié aux États-Unis, à la Turquie, à l'Iran, et puis un monde arabe qui lui est globalement hostile, avec des pays du champ de bataille qui sont vraiment des ennemis d'Israël, ceux qui sont là, qui sont plutôt nationalistes, pro-soviétiques, ces trois-là, celui-là aussi, celui-là également, celui-là un peu moins. Lui, complètement satellite de l'Union soviétique à l'époque, un pays qui avait disparu, qui va disparaître en 90, et qui aujourd'hui est en train d'être recréé. Je vais vous montrer une carte d'honneur, les Émirats Arabes Unis, ayant finalement construit un comptoir par tout ça, et construisant la route. C'est une voie majeure d'acheminement du pétrole ici. Donc, tout ça, ça va disparaître. Donc, 73, l'Arabie Saoudite devient le maître du jeu dans la région. Les prix du pétrole sont élevés, ça enclenche les crises que vous savez ici, pas seulement le pétrole, c'était un élément plus structurant, mais néanmoins ça transforme le modèle de production capitaliste occidental, c'est la fin des 30 glorieuses, on commence à connaître le chômage qu'on ne connaissait pas avant, et puis, mais finalement aux États-Unis, tout le monde n'est pas si mécontent, notamment un certain George Bush, père, puisqu'il a fondé Zapata Oil, et les prix du pétrole montent d'ailleurs. L'attaque sur, il y a eu 10, ça a monté de $10, pas tellement finalement, par rapport à l'ampleur de ce phénomène. La hausse a été assez modérée d'une certaine manière, parce que ce qui indique que l'Arabie Saoudite ne fait plus les prix.
les prix sont faits aujourd'hui entre le Texas et l'Alaska et l'Oklahoma. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que, enfin si on peut dire, c'est que pour garder un peu d'influence sur le marché pétrolier, l'Arabie Saoudite est obligée de, on dirait en anglais, être embedded, couchée avec la Russie, alors que l'Union soviétique était l'ennemi par excellence du système. Le roi Salman est allé en octobre 2017 à Riyad, pour la première fois, à Moscou, depuis que le royaume existe, et l'alliance saoudo-russe pour essayer de maintenir le plus haut possible les prix du pétrole est un enjeu très important, on en parlera tout à l'heure. Mais là, finalement, cette hausse des prix du dollar, ça fait le bonheur du Texas, de l'Alaska, de l'Oklahoma. Ça fait le bonheur de Moscou aussi, éventuellement de Téhéran, pour le peu qu'ils vendent, mais ça fait déjà ça de plus. Donc voilà, tout ça, donc finalement, 73, l'Europe est enfoncée, comme elle a l'habitude de l'être. Les États-Unis, les républicains sont plutôt contents, le pétrole est plutôt républicain à ce moment-là, et Israël est plutôt démocrate, pour des raisons tenant à la sociologie, disons, américaine. Et du judaïsme américain. Et puis, carte qu'on a aujourd'hui, c'est celle-là. Alors, vous voyez, les choses ont pas mal changé. D'abord, ce pays a rétréci. Ici, il n'y en a plus qu'un. Là-bas, oui, là, il y avait écrit France, là, c'est plus le cas. Et surtout, les lignes de faille ne sont plus complètement celles-là. Là, les flèches descendent, c'est la pénétration russe, influence russe, au lieu de le pullback, le pushback, le pullback. Et c'est plus tellement l'Est-Ouest ou Israël arabe qui est la ligne de faille. Israël reste présent comme irritant, si j'ose dire, mais finalement les Israéliens sont assez contents puisque leurs ennemis se battent entre eux beaucoup plus qu'ils ne se battent contre Israël. Et vous avez aujourd'hui un bloc ici qui a été surnommé par le roi Abdallah de Jordanie le croissant chiite, et dont Téhéran est la métropole, et qui a sous son contrôle donc l'Irak, en grande partie. L'Irak est un pays étonnant parce que donc, en 2003, quand les Américains arrivent, c'est pour mettre les chiites au pouvoir, virer Saddam Hussein, et un certain nombre de chiites qui sont aux États-Unis leur ont expliqué que les chiites adoraient les Américains et Israël, et que si les chiites sont au pouvoir, tout ira bien, ce sera un pays pro-américain, le pétrole irakien sera au service d'intérêts américains, donc les néoconservateurs avalent l'hameçon, l'appât, l'hameçon et toute la ligne. Ils arrivent, l'armée américaine se fait bien saigner par la révolte sunnite financée par leurs amis saoudiens. Et puis quand ça commence à chauffer, les Iraniens envoient des milices soutenir la majorité chiite. L'insurrection sunnite est défaite. Et du coup, le travail des néoconservateurs a eu pour effet de finalement livrer l'Irak à l'Iran. J'étais donc en Irak l'année dernière. J'étais logé dans la résidence des hôtes du Premier ministre, ce qui est mieux en Irak, puisqu'on peut quand même prendre des coups un peu partout, se faire flinguer. J'avais été condamné à mort déjà 3 fois en France, donc c'était pas une bonne idée que ça soit exécuté sur place. Il y avait des amis, des gens qui avaient prononcé des fatwas à mon encontre. Et donc le matin, pourquoi je raconte ça? Parce que le matin, il y avait le petit déjeuner. Et donc, il y avait environ 10 à 20% des convives qui étaient des Américains ou des Irakiens d'origine, non, des Irakiens naturalisés, qui venaient donner des leçons de démocratie, des cours sur la démocratie aux dirigeants irakiens qui allaient voir les élections. Et 80% d'autres, c'était des femmes en tchador et des barbus iraniens qui venaient donner d'autres leçons, maniement d'armes, manipulation, je ne sais trop quoi. Et ça fait très curieux, parce que l'Irak, ça fait un peu comme le pâté d'alouette, si vous voulez, c'est-à-dire 80% de halouf et 20% d'alouette, 2% d'alouette.
Et c'est le pays dans lequel finalement les Américains et les Iraniens trouvent une sorte de modus vivendi un peu curieux. Mais c'est les Iraniens qui ont permis finalement aux Américains de retirer leurs troupes. Parce que c'est eux qui ont permis de stabiliser la situation, après que l'Amérique a été bien saignée. Puis vous avez la Syrie, dirigée donc par Bachar al-Assad, toujours, grâce à l'appui russe et iranien, qui a permis de l'emporter militairement sur une rébellion très divisée. Et donc ça va jusqu'à la banlieue sud de Beyrouth, que contrôle le Hezbollah. Donc cet axe, aujourd'hui, a une stratégie d'expansion et surtout veut protéger l'Iran. Tout est mis en œuvre pour protéger l'Iran et pour empêcher que l'Iran soit attaqué. Et c'est ça qui s'est passé ce week-end. Alors, pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Donc, vous avez ce bloc donc chiite, croissant chiite, face à cela, un monde sunnite. Mais ce monde sunnite est lui-même divisé. Entre, d'un côté, le petit Qatar, le vilain petit Qatar qui est ici, et la Turquie, avec ses points bleus qui indiquent les endroits où il y a des frères musulmans puissants. Et d'autre part, des pays qui, autour du bloc saoudien, qui a quand même pris un coup ce week-end, avec l'Égypte, les Émirats, Bahreïn, qu'on ne voit pas qui est trop petit, et puis quelques autres, qui eux sont très opposés à Qatar et aux frères musulmans, dont ils considèrent qu'ils mettent en cause la suprématie saoudienne sur la région. D'accord ? Vous avez aussi là donc, des pays qui sont plus ou moins alignés, et là deux pays en guerre civile avancée dont on parlera tout à l'heure. Donc, comme l'a dit tout à l'heure M. Jouvenel, donc on a accusé les houthistes qui sont plutôt par ici, enfin ils se sont vantés d'une certaine manière d'avoir été capables d'envoyer des missiles là, vous voyez, des drones, ce qui est un peu difficile à croire parce que leurs drones n'ont pas une portée probablement aussi grande. Quand on voit l'impact, c'est quand même une précision exceptionnelle. Alors ici c'est beaucoup plus près, le sud de l'Irak, et puis là il n'y a pas besoin de drones, on peut envoyer des vrais missiles. C'est moins loin et plus précis. Donc globalement, la raison pour laquelle les houthistes s'en sont targués, c'est que ils ont entre guillemets, une juste cause pour le faire, puisqu'ils sont bombardés par l'aviation saoudienne, du reste avec des armes, entre autres françaises, qui a suscité quelques soucis dans la relation franco-saoudienne, depuis maintenant plusieurs années, et les destructions, les bombardements, enfin, ça, sont particulièrement intenses. Donc, la revendication par les houthistes de l'attaque, même s'ils ne l'ont probablement pas faite parce qu'ils n'en étaient pas capables, s'inscrit dans une stratégie d'affichage du genre « c'est bien fait ». Et puisqu'ils nous passent notre temps à nous tuer, nous, on est capable de bombarder leurs réserves pétrolières. Téhéran ne le revendique pas, bien sûr, mais enfin, on n'imagine pas qu'une milice chiite du sud de l'Irak, si c'est bien de là que c'est parti, ait pu agir comme ça parce que un chef de milice, après avoir bu un peu trop de thé ou fumé un peu trop, a dit « tiens, si on tirait sur les Saoudiens ». Ça, c'est peu envisageable, cette hypothèse. Alors, donc je reviens un petit peu maintenant dans le déroulé de l'histoire, pour revenir au jour maintenant. 73, comme je vous l'ai dit, les Saoudiens ont l'air de tout contrôler, tout va bien, le Texas aussi, tout le monde est content, sauf Renault et les autres, ils doivent adapter leur processus de production, et les foyers Sonacotra. Et puis, en 79, donc l'Ayatollah Khomeini, qui était en exil à Naufle-le-Château, dans la banlieue résidentielle de l'ouest parisien, revient à Téhéran pour prendre la tête d'un mouvement de révolte contre le Shah
dont il n'avait du tout été à l'initiative, un petit peu comme ce qui s'est passé dans les révolutions arabes, où les islamistes se sont efforcés, les frères musulmans d'Égypte, etc., se sont efforcés de récupérer des mouvements, avec des succès variés, dont ils n'avaient pas été à l'initiative. La révolution iranienne en 78, enfin, le soulèvement iranien, est un mouvement au départ démocratique, porté par une alliance de gauchistes, de centristes, etc., mais sans beaucoup de racines dans la société, ce qui, une fois qu'ils ont déstabilisé le système, a permis à d'autres acteurs d'entrer en jeu. Même chose, même scénario en Égypte en 2011, par exemple. Alors, il quitte donc le château, il arrive à bord d'Air France, on lui donne le commandant de bord et de photo qui lui donne la main pour descendre. Ça n'a pas tellement servi à la France, qui s'est fait attaquer comme petit Satan, aussi pire ou presque le grand Satan américain. Et en 1979, donc, l'Iran va utiliser également le langage de l'islam politique, comme les Saoudiens, mais contre les Saoudiens et contre les États-Unis. L'Arabie Saoudite utilise donc l'arme pétrolière pour diffuser partout un discours, disons, réactionnaire, si vous voulez, d'un islam rigoriste, qui est d'abord dirigé contre ses rivaux internes, donc contre l'Égypte socialisante de Nasser, qui du reste ne l'est plus, mais Nasser est mort, ça date, et va diffuser cette vision de l'islam, disons, rigoriste, qu'on appelle wahhabite ou salafiste, si vous voulez, qui, en gros, à cette époque, dit qu'il faut obéir aux oulémas saoudiens. Et que si les Saoudiens ont du pétrole, c'est parce que ce sont les meilleurs musulmans et les plus observants. Et donc, plus on observera, plus on aura de pétrole, et on aura éventuellement des miettes, de toute façon, de pétrole que les Saoudiens donneront. L'Iran utilise ce même vocabulaire, ce qui prouve que l'islam politique est devenu un enjeu, puisqu'on se bat pour le contrôler, mais de manière à la fois anti-saoudienne et très anti-américaine contre le grand Satan. À ce moment-là, et l'année 79, donc il y a 40 ans exactement, une année charnière, puisqu'elle commence dans le retour de Khomeini de Neauphle-le-Château à Téhéran le 1er février. En mars, Égypte et Israël font la paix, c'est la paix israélo-égyptienne sous les auspices de Jimmy Carter, qui se disent, ça y est, c'est tranquille, Israël est tranquille, puisque l'Égypte a fait la paix, Sadat est considéré comme un traître par les autres, et surtout, Sadat tord le bras aux Américains en disant, si on fait la paix, ça a un prix, et donc obtient les plus grosses subventions américaines, l'aide militaire civile américaine, beaucoup plus qu'Israël. Et puis la ligne de conflit, qui était là, la ligne principale, va se développer, va déplacer là, où elle est toujours. Ça, c'est 73-79, puisque, donc, ensuite, on a, début novembre, donc il y a 40 ans, la prise de la Mecque par des wahhabites radicaux, qui sont un peu, si vous voulez, les ancêtres des djihadistes d'aujourd'hui, et Daesh. Là, on voit, maintenant, on a beaucoup plus de documents de Daesh depuis qu'ils ont été rétamés, etc. Et on voit qu'il y a une filiation avec les gens qui ont pris la Mecque en 79, qui étaient des ultra-wahhabites radicaux, un certain Juhayman el-Rotaybi et d'autres. La Mecque, du reste, le siège de la Mecque, qui est donc par ici, est élevé après un certain temps grâce au GIGN français. Alors, l'histoire ne dit pas s'ils sont entrés dans le haram sacré interdit aux non-musulmans ou pas. Certains disent que oui, ils ont fait semblant, ils ont fait prononcer la confession de foi pour entrer. Enfin, il y a des conflits là-dessus entre les deux, le capitaine et le commandant qui dirigeaient ça. Mais tout ce qui est important, c'est de savoir qu'il y avait une prédestination divine là-dedans, puisque le capitaine qui dirigeait le GIGN s'appelait le capitaine Baril, et dans un pays pétrolier, effectivement, ce n'était pas par hasard que Dieu l'avait choisi pour cette fonction, et non pas son chef, le commandant Proutot, dont le nom n'évoque aucune ni hydrocarbure, ni rien du tout.
Et ensuite, les diplomates américains se font prendre en otage. Et c'est là vraiment que la révolution iranienne devient une révolution internationale. Renversement d'un régime autoritaire par un autre groupe. Ce n'était pas une affaire. Et d'ailleurs, les Américains avaient gardé leur ambassade très nombreuse, trouvant des moyens de faire un deal avec la nouvelle équipe iranienne. Et c'est là que tout change. C'est là que l'Iran devient l'ennemi de l'Occident, si vous voulez. Et ça reste, le legs de ça reste présent jusqu'à ce week-end. Hein. L'attaque sur Apec, c'est la même chose que la Mecque, c'est la même chose que Khomeini et Roujdi, dont je parlais à l'instant. Donc voilà. Et ensuite, cerise sur le gâteau, le jour de Noël, donc le cadeau de Noël pour les États-Unis, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan. L'armée rouge prend Kaboul. Pourquoi? Parce que il y avait des marxistes-léninistes qui avaient pris le pouvoir, qui avaient bien sûr, la plupart étaient issus du lycée français de Kaboul, évidemment, le lycée Estéclat, et puis qui avaient été un peu forts qui avaient dévoilé les filles à coups de trick, changé l'héritage, aboli la religion, tout ça. Donc, du coup, il y avait une révolte tribale massive avec quelques soutiens américains. Et donc les Russes ont changé l'équipe. Ils sont arrivés avec des tanks. Et là, on n'est pas en Europe de l'Est. C'est pas comme à Prague ou à Budapest. Il n'y a pas eu d'Yalta. Et si vous passez le livre, d'ailleurs, je vais vous lire parce que c'est toujours rigolo, a posteriori. Au moment où les Russes arrivent, Zbigniew Brzezinski, qui était, donc c'était encore Carter qui était le National Security Advisor, donc Zbigniew Brzezinski, dont il faut quand même se rappeler que c'était un oboro polonais, donc vous allez voir, écrit à Carter. Et alors, il publie un livre un peu après qui s'appelle Le Grand Échiquier, The Great Chessboard, dont chaque édition explique que le pays la langue dans laquelle c'est écrit est formidable. La France, le Zimbabwe, c'est le plus grand pays du monde, on dit. Et donc, il fait une interview au Nouvel Obs le 15 janvier 1998. Et dans le 98, on est quand même bien après, hein, on n'a pas tiré beaucoup de leçons. Et on lui dit, vous ne regrettez rien aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Afghanistan, je vais vous dire un mot dans un instant. Regrettez quoi? Alors, je sais en français, je pourrais le dire. Cette opération secrète est une excellente idée. Elle avait pour effet d'attirer les Russes dans le piège afghan. Vous voulez que je le regrette? Le jour où les Soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j'ai écrit au président Carter en substance: nous avons maintenant l'occasion de donner à l'URSS sa guerre du Vietnam. De fait, Moscou a dû mener pendant presque 10 ans une guerre insupportable pour le régime, un conflit qui a entraîné la démoralisation et finalement l'éclatement de l'Union soviétique. C'est là que vous allez voir le obro polonais. Nouvel observateur. Vous ne regrettez pas non plus d'avoir favorisé l'intégrisme islamiste, d'avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes? Qu'est-ce qui est le plus important au regard de l'histoire du monde? Les talibans ou la chute de l'Empire soviétique? Quelques excités islamistes ou la libération de l'Europe centrale et la guerre froide? Mais on le dit, on le répète, le fondamentalisme islamique représente aujourd'hui une menace mondiale. Le gars de l'observateur. Sottise, on ne sait pas ce qu'il a dit, bullshit. Il faudrait, dit-on, que l'Occident ait une politique globale à l'égard de l'islamisme. C'est stupide, il n'y a pas d'islamisme global. Donc, vous commenterez, s'il y a lieu, discuterez, c'est l'apophthegme de Zbig. Et donc on a là un système. Alors effectivement, à quoi sert le djihad en Afghanistan? Il sert à deux choses. Tuer deux oiseaux d'une seule pierre, ou faire d'une pierre deux coups. L'oiseau russe, c'est-à-dire l'ours, et l'oiseau iranien aussi. Puisque le djihad en Afghanistan, c'est la victoire d'une opération guérilla sunnite, financée par les Saoudiens, les Koweïtiens, les Émiratis, etc., trained and equipped par la CIA pour détruire l'Union soviétique, pays athée qui a envahi la terre d'islam afghane. Donc, normalement, les Saoudiens doivent sortir de là, blanchis de la catastrophe de la prise de la Mecque, et apparaissant comme la puissance dont l'hégémonie sur le monde arabe et musulman est
renforcé. Eh bien, pas du tout. Car personne, alors je parle au moins de 20 ans ici, ceux qui se souviennent de l'époque, à l'époque, en février le 15 février 1989, c'est le retrait de l'armée rouge de Kaboul. Les jeunes, vous n'avez aucune idée que cette chose-là existait, mais même les vieillards, parmi lesquels je me compte, on ne s'en est absolument pas rendu compte. À l'époque, ça devait être en page 28 du Monde. Pourquoi? Parce que tout le monde a fait attention à ce qui s'est passé la veille. Le 14 février, c'est la fatwa de Khomeini contre Salman Rushdie. Et ce faisant, tout le monde est fasciné par ça, parce que encore une fois, c'est un blasphème. C'est un peu comme la prise d'otage de l'ambassade ou comme les missiles ce week-end. C'est incroyable, les missiles dont tout le monde dit qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Ceux qui le revendiquent sont sans doute pas ceux qui n'est pas capable de le faire. L'Iran dit c'est pas nous. Et l'Amérique dit ça vient sans doute des milices, ce truc, mais enfin, on ne peut pas dire pour l'instant qui se soit parce qu'il ne peut rien faire. Trump, l'agent immobilier, étant obsédé par ses réactions, s'il engage un engrenage militaire, il perd le Wisconsin, le Minnesota et la Pennsylvanie, qui sont à Trump ce que le 14e, le 18e et le 15e arrondissement sont à Anne Hidalgo ou Benjamin Grégon ou Cédric Villani. Donc ça c'est quelque chose, parce que vraiment ça comprendre ce qui est passé, les Iraniens ont fait, là on est exactement dans la continuité. Alors qu'est-ce que ça fait cette affaire Rushdie? On a tout d'un coup, et le monde devient musulman, plus de frontières, puisque un ayatollah depuis Téhéran condamne à mort un sujet de sa très gracieuse majesté britannique, fut-il nommé Salman Rushdie, bien sûr, mais il est quand même sujet de sa majesté. Alors, une anecdote assez marrante, j'ai dîné avec lui à Princeton l'année dernière, et il a écrit un livre qui n'est pas son meilleur, mais que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que ça raconte comment il a vécu sa mise sous protection policière après la fatwa, et que moi j'ai été condamné à mort 3 fois aussi. Je trouvais que c'était intéressant d'échanger, exchange notes, si vous voulez. Ça s'appelle Joseph Anton, parce que c'est 2 héros littéraires, Joseph Conrad et Anton Schnitzler. Bon, c'est un peu ennuyeux, mais en tout cas, ça m'a donné une grande joie d'être français, parce que moi j'ai été très bien protégé, alors que lui, il faut dire qu'il avait traité Maggie Thatcher de salope, de pute, etc. avant, de chienne, donc il n'y a pas de raison quand on a l'occasion de jouer, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et donc les flics anglais lui faisaient une vie épouvantable, mettaient des sacs sur la tête, obligés à changer tout le temps, et à payer lui-même, enfin heureusement son éditeur payait, heureusement. Mais il était un peu, moi je pensais comme ça qu'on avait partagé, mais il était assez comme ça méprisant vers le reste de l'humanité souffrante, surtout un pauvre français. Et donc, on était à côté. À un moment, je me suis dit, tiens, je vais quand même voir un peu comment il réagit. Je lui ai dit, tiens, après, vous savez pourquoi c'est le 14 février, la fatwa? Il me regarde, pensant que c'était totally irrelevant. Pourquoi poser une question conne comme ça? Et il m'a dit, non, why does it matter? Does it matter? Et je lui dis, yes, it does, because it was, you know why? It was because it was the day before the 15th, le 15. Et il pense vraiment que je suis un pauvre con de français, qui est le 14 avant le 15, évidemment. Et je me dis, oui, quoi? Enfin, il est énervé. Bon. Et je lui dis, parce que c'est le retrait soviétique d'Afghanistan. C'est pour ça. Et Khomeini a fait ça exprès pour gagner la guerre médiatique, tirer le tapis sous les pieds. Et ça l'a mis dans un état de fureur que je peux comprendre, mais bon, il m'avait un peu chauffé. Et parce que tout d'un coup, au lieu d'être le centre du monde, tout d'un coup, son ego avait pris un peu et puis ça avait pété comme une baudruche. Donc il a tourné la tête de l'autre côté, il n'a plus adressé la parole. Comme quoi, il faut parfois être prudent quand on essaye de reconstruire l'histoire. L'histoire a toujours besoin d'être subjective. Alors, donc... effectivement, en 89, l'URSS est battue, mais les Saoudiens n'arrivent pas à en tirer, et leurs alliés sunnites djihadistes à travers le monde n'en tirent pas à en tirer le bénéfice escompté. Les Iraniens leur ont volé la vedette. Toujours est-il que quand même, quelques
temps plus tard, c'est-à-dire là, maintenant, alors, il y a 30 ans, le mur de Berlin s'effondre car l'armée rouge n'est plus qu'un tigre de papier. Et là, je vais à Prague bientôt, dans mon pays, le pays de mon père, en fait. Et pour leur expliquer qu'eux croient que 89, c'est eux, Havel, etc. En fait, ça ne se serait jamais produit s'il n'y avait pas eu le 15 février. Donc je refais le même coup que Carnegie, si vous voulez. Les temps tchèques, je pense, j'espère pouvoir faire passer ça, mais bon, je ne suis pas sûr que les provocations seront appréciées. Effectivement, le monde change complètement, parce que c'est de cette histoire-là, en Afghanistan, qu'aboutit l'effondrement de Kadhafi. À la suite de ça, donc ce djihad, c'est quand même un enjeu très important, parce que ça va faire de l'islam politique un élément de déstabilisation très profond du système du monde. Les Américains croient qu'ils contrôlent, et en fait, ils ne vont rien contrôler du tout. Et de même que le 15 février aboutit au 9 novembre 89, c'est-à-dire la chute du mur, mais attention, ça fait 9-11 en français, attention, on note ça, on fait ensuite comment ça marche. Eh bien, le 9-11 va aboutir au 11-9 2001. C'est-à-dire que le 9-11, c'est la fin du XXe siècle. L'effondrement de l'Union soviétique. Ce siècle avait, non pas 2 ans, mais 89 ans. Et là, quel goût à tout le monde. Et le 11-9, c'est-à-dire le 11 septembre, c'est le début du XXIe siècle et le début du millénium islamiste qui va se superposer au millénaire chrétien, comme le souhaitent les djihadistes. Et c'est justement, le retour de manivelle, si vous voulez. Comme on dit en anglais, the chicken came home to roost, ou bien the halal chicken came home to roost, c'est-à-dire, ça leur revient dans la figure. Ils avaient cru qu'ils avaient pu se débarrasser de l'URSS en finançant des djihadistes qui, comme le dit Olivier Brzezinski, bon, c'est pas grand-chose, une fois qu'on cessera de les payer, ils seront morts, et pas du tout. Ils sont allés se retourner, ils sont allés mordre la main qui les avait nourris. Comment ça s'est passé? Parce que, alors ça s'appelle dans le bouquin depuis quelque temps la première phase du djihadisme, contre l'ennemi proche, c'est-à-dire contre le pouvoir afghan, même s'il est soutenu par l'URSS à l'époque. Et après, les gars, il y a déjà du djihadisme international. Il y a des Français, quelques-uns, pas beaucoup, qui y vont. Il y a plein d'Égyptiens, des Saoudiens, pas mal de Pakistanais, beaucoup d'Algériens. Ça peut sembler curieux parce que l'Algérie est alliée de l'URSS. Le régime algérien, pourtant, envoie tous les barbus possibles vers Jeddah, enfin la Mecque, en correspondance pour Peshawar, pensant qu'ils veulent combattre contre les impies, qu'ils y aillent, et même qu'ils y meurent et qu'ils aillent au paradis, comme ça, on sera débarrassé. Le problème, c'est que les étrangers ont très peu combattu en Afghanistan. Ils ont surtout sont entraînés à mettre des bombes, à égorger, etc. Et après, ils sont revenus chez eux tranquillement, qui en Arabie Saoudite, qui en Égypte, qui en Algérie, qui en France. Et là, ils ont essayé de refaire pareil. Bon, simplement, il manquait juste une chose, c'était les missiles de l'oncle Sam, donc c'était moins simple. Et le djihad en Égypte et en Algérie ont échoué entre 92 et 97, au prix quand même de 150 000 morts ou 200 000 morts en Algérie, on ne sait pas très bien, 10 fois moins en Égypte. Mais ça n'a pas marché. Les régimes militaires ont réussi. Et à ce moment-là, vers 96, le lieutenant et successeur de Ben Laden, qui s'appelle Ayman al-Zawahiri, qui est un Égyptien, fils de prof de médecine et d'une famille de Cheikh d'Al-Azhar par sa mère, met en ligne un petit bouquin qui s'appelle Cavalier sous la... C'est le début de l'Internet, 96. Cavalier et de Al Jazeera, sous la bannière du prophète, qui dit on s'est fait complètement avoir. Ça n'a pas marché. 1, parce qu'on a loupé la guerre médiatique, et 2, parce que quand des Arabes tuent des Arabes, des musulmans, tout le monde s'en fout. Il faut donc changer la focale, passer de la lutte contre l'ennemi proche à la lutte contre l'ennemi lointain. Et on va taper l'Amérique. Et ça va nous faire de la pub.
Et de ce fait, donc, ils changent et ils vont taper par ce qu'ils appellent la double razzia bénie, le 11 septembre 2001, New York et Washington. Non qu'ils aient pensé que l'Amérique allait s'effondrer immédiatement, mais le terme de razzia, qui est un mot arabe d'ailleurs, c'est de razoua, c'est-à-dire l'attaque, razzia, l'attaque rapide pour détruire l'ennemi dans la tribu, piquer ses moutons, violer ses femmes et couper ses palmiers et s'en aller. C'est un peu ce qui s'est passé à Washington, c'est ce qui se passera ensuite à Toulouse, à Bataclan, chez Charlie Hebdo d'ailleurs. Et ça a effectivement un effet absolument dévastateur. Ça n'a pas de conséquences politiques immédiates, c'est-à-dire que ce djihad de deuxième génération, celui de Ben Laden, d'Al-Qaïda, al-Zawahiri et autres, ne va pas réussir à s'emparer du pouvoir où que ce soit et ne va pas non plus être à même de contrôler un territoire. En revanche, le bouleversement culturel est absolument massif. Et le 11 septembre permet de construire un grand récit. Les Français ignares appellent un narratif maintenant, parce que les Américains ont traduit ça par Great Narrative. Ils ont fait un narratif, c'est le plus chic, c'est un grand récit, le terme revient, qui est un grand récit où l'islam politique est vainqueur, où il n'y a plus de fatalité à la domination occidentale, au contraire, et le 11 septembre, c'est le début d'une ère d'inversion et de revanche. Et le 11 septembre au matin, dans la cité des Isards à Toulouse, qui est les Isards 3 cocus, ça s'appelle comme ça, j'ai cru, qui est un lieu où le lieu du trafic de chiites à Toulouse, et d'où était originaire la famille Mera et un certain nombre d'autres. Abdelkader Mera, qui à l'époque était un honnête dealer, et son frère Mohamed qui essayait de faire pareil, descendent dans la rue en hurlant « Vive Ben Laden, vive Ben Laden, vive Ben Laden ». Qu'est-ce qui fait qu'un dealer de shit est tout d'un coup intéressé par des enjeux comme ça? C'est un bon exemple, paradigmatique, parce que ça a donné un sentiment d'une toute-puissance. Et l'affaire Mera, ensuite, va découler de tout ça. Donc, la deuxième phase du djihad, c'est ça, c'est d'essayer d'organiser donc des attaques contre l'Amérique, provoquer l'Amérique pour qu'elle bombarde l'Afghanistan, puis, comme ça ne marche pas très bien, l'Amérique va en Afghanistan, mais ça ne se passe pas de la même façon à l'époque que pour les soviétiques. Ils ne sont pas piégés de la même manière, mais si vous mettez ça en perspective, c'est presque ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire que, là encore, avec cette espèce de... C'est-à-dire, avoir un promoteur immobilier comme président, c'est compliqué, parce qu'un promoteur immobilier fonctionne en termes de promotion immobilière, c'est-à-dire que l'objectif, c'est le deal. Il va vous cajoler pour avoir, comme les Coréens, comme les talibans, puis après, ça ne marche pas. Un État n'est pas la même chose qu'une vente immobilière. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et donc, là, quand même, vous voyez qu'ils avaient quasiment donné l'Afghanistan, rendu l'Afghanistan aux talibans. Vous imaginez les malheureux qui s'étaient mis avec les Américains, avec qui on ne donne pas de visa. Et puis, finalement, ça n'a pas marché à la dernière minute. Donc, Trump a arrêté la négociation et la violence recommence. Mais, donc, ce n'est pas finalement si différent que ça, mais à très long terme. En revanche, là où les choses vont se corser, c'est en Irak, puisque, en fait, c'est les Saoudiens qui sont accusés d'avoir laissé faire, il y a 13 Saoudiens, donc 15 Saoudiens sur 19, ça fait quand même un paquet. Donc, les Américains ne sont pas contents, et les Irakiens qui font le siège des cocktails à Washington leur disent « Mais nous, on est bien, on n'est pas comme ces chiites fanatiques, nous sommes ces sunnites fanatiques, nous sommes des chiites civilisés, on aime les juifs, et voilà, si on reprend le pouvoir en Irak, on aura du pétrole pro-américain en grande quantité, parce qu'il n'y a plus rien de cool, et on va être, nous, le swing producer,
Et eux seront ruinés, et puis on va mettre un ayatollah éduqué aux États-Unis dans la région pétrolière qui est plutôt chiite. Hein. Là, on va remettre des Jordaniens qui vont contrôler la Mecque et le pèlerinage, et comme ça, les Wahhabites n'auront plus que Riyad au milieu avec du sable, on va leur couper l'eau, etc. Bon. Et puis, au fait, les Iraniens, les chiites iraniens, voyant comme leurs frères chiites d'Irak sont heureux, vont se débarrasser de leur mollah, et l'Iran va redevenir beau comme au temps du Shah. Et ça a été avalé par les néoconservateurs, comme la loi et les prophètes. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Et toujours est-il que l'insurrection sunnite montée par Zarqawi, qui était à l'époque le bras droit, enfin le sous-préfet local d'Al-Qaïda, échoue. Et donc par là même, le djihad de deuxième génération échoue. La vision Ben Laden. Et c'est là que va se mettre en place un djihad 3G, djihad de troisième génération, qui est à la fois, qui est un mélange entre ce qu'a monté Zarqawi, qui commence déjà à constituer le djihad, non pas tellement contre les Israéliens ou les Occidentaux, bon, un peu quand même, mais surtout contre les chiites. Hein, il vaut mieux tuer 9 chiites qu'un Américain, parce que l'Américain va rentrer chez lui dans le Texas, le Wyoming, alors que le chiite, il est toujours là. Donc c'est mieux d'en tuer. Et c'est là qu'on va avoir cette confessionnalisation extrême du conflit, où des gars du Mirail, de Créteil, de Thiers ou de l'Aïle-les-Roses ou de Molenbeek, qui n'avaient jamais vu un chiite de leur vie, ni même entendu parler d'un chiite, ont décidé d'aller, comme on les exprime, sont allés là pour bâcher du shia, c'est-à-dire pour massacrer des chiites. Et donc, c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que le djihadisme de troisième génération est très marginalement intéressé par la question israélo-palestinienne. Et c'est là, si vous voulez, qu'on va voir ce clivage chiite-sunnite. Comment se produit-il? Il se produit, alors, c'est plus du djihadisme de proximité, c'est plus non plus du djihadisme contre l'ennemi lointain, l'Amérique est vraiment trop loin, on va faire du djihadisme moyen. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'Europe, avec ses millions de musulmans désormais, dont une bonne partie composée d'une jeunesse mécontente de son sort et dans laquelle la rupture culturelle du salafisme a progressé et interdit toute adhésion ou assimilation aux mœurs impies de la société mécréante, sont finalement disponibles. Et que autant c'est compliqué à monter de l'attentat, New York, c'est loin, etc., autant il suffit d'un coup de charter à 80 €, c'est-à-dire il suffit de 2 ou 3 jours de digue, de faire le chouf de 3 jours dans une cité, voire d'aller avec une voiture pourrie jusqu'à la frontière syro-turque en passant par Istanbul, même en mettant le camping-car dans un ferry, et pour aller faire le djihad. Et c'est ainsi qu'on va avoir... Alors ça, c'est théorisé par un autre idéologue qui s'appelle Abu Musab al-Souri, qui est un Syrien, qui a fait ses études en France. Donc on dit toujours que la France ne forme plus les élites mondiales. C'est faux. Parce que, et donc, qui vont donc monter cet islamisme 3G qui, lui, crée... Alors on va vous mettre là, dans votre carte. Voilà Daesh. Ça, c'est le califat. Vous voyez, le califat, il est là, à cheval entre les deux. Ça, c'est l'ancienne frontière Sykes-Picot, qui est bulldozée le jour de l'annonce du califat, le 29 juin 2014, par un djihadiste chilien. Pardon. Bon, ça était d'origine palestinienne, hein, pour montrer que le djihad est international. Et comment se passe ce djihad? Donc il va s'efforcer de mettre en œuvre un territoire sunnite, là vous avez la carte, vous verrez ça dans le bouquin de plus près, mieux, qui passe par l'extermination des chiites, des alaouites, etc., la réduction des chrétiens au rang de dhimmi, de protégés, le massacre des yézidis, et l'extension à la conquête de l'ensemble du territoire. Cette situation, donc, qui favorise assez grandement le prosélytisme sunnite,
va avoir des conséquences énormes, puisqu'elle aura pour effet notamment que notre propre pays, la France, entre 2015 et 2017, va subir une vague de violence absolument inouïe. Donc voilà, ce qui nous a amené donc à cette troisième génération du djihadisme qui a été différente des deux premières, qui a pu construire un territoire. Et celle-là, je voulais vous la montrer, c'est très pertinente pour aujourd'hui. Donc là, vous avez les Émirats arabes unis qui construisent un gigantesque hub économique dans le port de Jebel Ali, qui exporte leur pétrole et qui essaye, parce que c'est un petit émirat à Foujaïra, mais maintenant il essaye de contrôler la succession en Oman. L'endroit problématique, c'est ici, le détroit d'Ormuz, qui est très étroit, et puis les Iraniens peuvent couler ce qu'ils veulent là-bas. Donc l'idée, c'est de faire sortir le pétrole par là, directement dans l'océan Indien, et de contrôler toute cette zone, et jusqu'à Djibouti, permettant aux Émiratis d'assurer le contrôle de l'approvisionnement, c'est par là, pétrolier de l'Europe. Ce qui fait que les pauvres Saoudiens, si j'ose dire, bombardent comme des furieux les houthistes, leurs alliés émiratis prennent moins de coups qui peuvent faire mal, comme disait le père Ubu, et puis contrôlent tous ces petits trucs. Ils sont fâchés avec Djibouti parce qu'ils voulaient acheter Djibouti pour le démanteler et en faire simplement un sous-branche de Jebel Ali. Alors, les Djiboutiens se sont fâchés, les Chinois sont installés à la place. Mais donc voilà cette situation. C'est là que ça a tapé, c'est là, et avec une situation où le Qataris doit être assez content aujourd'hui, parce qu'ils sont vraiment en gros conflit avec les Saoudiens et Émiratis, s'étant mis en tête que jamais le Qatar n'arrivera à faire la Coupe du Monde de foot. Puisque s'il y a du souci dans la région, d'abord il y aura de la bière, c'est une question importante. Et puis, même si ils ont mis ça l'hiver en achetant tous les gens qui votaient, si vous prenez un missile au moment où vous êtes en train ou un drone, c'est pas une bonne idée. Donc la situation de tension, en fait, est au détriment de tout le monde dans la région. Si vous voulez, ce qui s'est passé ce week-end est tout à fait dans la lignée du livre. Merci beaucoup.